produit par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis quelques mois, on s'est lancé avec Binge Audio, notre vaisseau amiral, dans un projet nouveau, celui d'une newsletter qui s'appelle La Dose. Dans ce mail hebdomadaire, il y a notamment à chaque fois un texte signé par une autrice ou un auteur invité. Alors, outre le fait que ça nous permet de lire de très belles choses, c'est aussi l'occasion parfois de croiser la route de personnalités dont la parole mérite qu'on s'y attarde un peu. Par exemple, tout début juin, c'est Cédric Héroux qui s'y est collé. Cédric Héroux, souvenez-vous, c'est ce garçon du sud-est de la France qui, en 2015, s'est retrouvé à incarner le refus des politiques migratoires de notre pays, en portant assistance aux réfugiés qui, dans sa région, en subissaient les effets directs. Une assistance qui lui a valu un long parcours judiciaire, des mises en examen, des procès, des condamnations, mais aussi des victoires, des relax, notamment en mars dernier, et même une petite révolution en termes de droit. Ces 6 années de combat, de débrouille et surtout d'engagement total, j'ai eu envie de les remonter avec le principal intéressé, Cédric Héroux donc, et c'est ce qu'on va faire le temps de 2 épisodes. Bienvenue dans Programme B. Et pour démarrer, avant de refaire tout le match qui nous mène de 2015 jusqu'à cette récente victoire en justice le 31 mars 2021, j'ai eu envie que Cédric nous parle de l'endroit où se passe l'essentiel de l'action. Son coin à lui, là où il vit et où il travaille, la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. C'est le centre du monde. C'est Dieu créa la vallée de la Roya et après... c'est une vallée qui est dans les Alpes, dans le parc du Mercantour, vallée des Merveilles. C'est une vallée qui commence au col de Tende, donc c'est pas loin de 2000 mètres d'altitude. Et après, tu as des sommets au-dessus qui remontent jusqu'à 3000, même 3004. Et après, cette vallée descend. La source de la Roya, donc du fleuve la Roya, parce que ça se jette dans la mer Méditerranée, prend naissance à Tende et descend et suit les villages, donc Tende, La Brigue, Fontan, Saorge, Breil-sur-Roya. Et quand tu continues à descendre, tu arrives à Fanghetto. Fanghetto, c'est un village italien. Et puis après, on arrive à Ventimille. En fait, c'est une particularité, la vallée de la Roya, c'est qu'elle est franco-italienne. Et donc, nous, quand on y vit là-bas, on passe de France à Italie sans trop faire gaffe. Et puis, il faut savoir que cette vallée avant était italienne. Les frontières n'ont jamais été très fixes, elles ont bougé, quoi. Et où j'habite, moi, c'est Breil-sur-Roya. C'est à 300 mètres d'altitude, mais ça fait un peu ambiance montagne. C'est quand tu lèves les yeux avant de voir le ciel, il faut un petit moment, quoi. C'est assez raide. Chez moi, c'est une campagne, on appelle une campagne les endroits où on cultive, qui avait été abandonnée avant-guerre. Et donc du coup j'ai repris ces oliviers en 2002, donc monoculture d'oliviers, terrassé, il faut imaginer des restanques avec des murs en pierre sèche, un terrain très raide, très très raide. Et j'ai tout retapé, j'ai mis moins de 10 ans, une bonne dizaine d'années à tout retaper. Et ça fait une petite dizaine d'années que c'est en production. Et je suis agriculteur là-bas depuis 2006, avril 2006. Comment tu t'es retrouvé là-bas et dans ce rôle-là d'agriculteur, de paysan? Parce que je crois que toi, tu viens plutôt de la ville, d'ailleurs. Tu viens de Nice. De Nice, c'est un quartier qui s'appelle l'Ariane, un quartier populaire. Mais je me souviens, moi j'ai toujours aimé depuis petit, quoi, les animaux, la campagne. Et je me souviens de Madame Barbéry, c'est une voisine qu'on avait à l'Ariane, et parce que l'Ariane c'est un quartier populaire, donc qui a été construit dans les années 70 pour loger toute la main d'œuvre qu'on avait prise en Afrique du Nord, et qu'on avait parqué là, qu'on avait un peu ghettoisé là. Et avant c'était des endroits où on cultivait, c'était un peu les terres nourricières de Nice. Et Madame Barbéry, elle était de famille niçoise et surtout de l'Ariane. Et elle me contait un peu, elle me décrivait comment était l'Ariane. Et je me rappelle bien, pourtant elle me racontait ça quand j'avais 6 ans, 6 ans, 7 ans. Et avant les immeubles, il y avait du maraîchage, il y avait des cultures de fruitiers. Et puis moi, ça me faisait rêver. Et puis je comprenais même pas comment on avait pu construire ces trucs aussi moches. Et ces grosses barres d'immeubles. Et ça me faisait rêver, moi, ce truc de paysannerie. Et je rejoins la vallée de la Roya un peu par hasard en 2002, parce que mon frère y avait rencontré sa compagne, avec qui il a eu des enfants, 3 enfants, qui maintenant ont 20 ans, une vingtaine d'années.
Et je les ai rejoints, j'ai acheté ce terrain-là et je suis devenu agriculteur un peu malgré moi. C'est que j'ai commencé à cultiver mes oliviers, ceux des voisins. On me demandait d'aller récolter des olives à droite à gauche. Et j'ai eu un contrôle fiscal de la MSA, de la Mutuelle Sociale Agricole, qui m'a dit « Monsieur Héroux, ça s'appelle du travail au noir, il faudra vous déclarer ». Et du coup, je suis devenu agriculteur malgré moi, quoi. Et avant ça, je travaillais en mécanique auto. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Et j'ai quitté l'école assez rapidement parce que ça me correspondait pas trop. Et je suis un peu trop rêveur et j'avais des problèmes d'attention. Et ma tête allait ailleurs des cours et s'envolait par la fenêtre. Et j'avais des problèmes de concentration. C'était pas un truc qui me convenait, quoi. En 2015, t'as l'État français, le gouvernement, qui décide de remettre le contrôle aux frontières. Donc dans l'espace Schengen, où on est censé de jouir de la libre circulation. Et pour lutter, en fait, ils ferment les frontières pour lutter contre le terrorisme. Et on voit bien que c'est pas contre les terroristes qui luttent ou la recherche d'armes, ils font du contrôle de la migration. Et ce qui normalement est interdit, de fermer ces frontières pour contrôler la migration et pour arrêter la migration. Et parce qu'en fait, l'Europe avait décidé de faire un territoire commun pour lutter ensemble contre la migration, mais aux frontières externes à l'Europe, quoi. Et on se retrouve avec des gens bloqués sur le bord des routes. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu dans un quartier populaire. Et quand on dit populaire, c'est quand il y a des Noirs, des Arabes, etc. Et moi j'étais habitué en fait à vivre dans une mixité. Et depuis tout petit, quoi. Et là, on se retrouvait avec des gens venus d'Afrique sur les routes de notre vallée de la Roya et qui tentaient de passer la frontière. Et c'était compliqué, c'est qu'on s'est rendu un peu complice par notre silence pendant longtemps. Et une association qui s'appelait Roya Citoyenne, c'est une asso gérée par des gens un peu lambda, retraités quand même, et qui luttent pour conserver la poste, conserver le train, etc. Et qui ont des luttes diverses. Et ils ont pris en charge cette lutte-là d'accueil des personnes en migration. Suzel de Roya Citoyenne m'avait demandé d'accueillir, de mettre des tentes sur mon terrain. Au début, j'avais refusé, c'est pas trop mon truc. Et puis le militantisme, un truc qui me fait chier, quoi, pas mal, c'est que, c'est atteint de réunionnite aiguë. Et je suis pas trop branché réunion. Donc j'étais assez lâche au départ, je l'avoue. Et jusqu'à ce que je croise une famille que j'emmène à la maison. On s'échange des numéros de téléphone. Le papa me rappelle après, il se retrouve en Italie, à l'église Sant'Antonio. Et là, je découvre en fait, l'action de l'État français, de la fermeture des frontières. Et je vois qu'à Vintimille, mes voisins italiens se retrouvent à gérer quelque chose qui est un peu compliqué pour eux. Il faut savoir, c'est que l'État italien en fait, ne fait rien du tout. En fait. Il n'y a même pas de prise en charge de mineurs isolés. C'était Don Rito, un curé, qui gérait tout ça. Et surtout les gamins et les familles et toutes les personnes vulnérables. Et je vois cette église, je rentre dans cette église, et dans cette église, en fait, c'est 2 dortoirs avec des lits superposés. Dans un premier dortoir, t'as les familles, avec les gamins et tout. Les familles tiraient des draps entre les lits superposés pour avoir un peu d'intimité. Mais il y avait, je sais pas, une centaine de personnes là-dedans. Alors tu peux t'imaginer avec des nouveau-nés et tout, le bruit pour dormir, etc. Puis l'intimité de la famille, enfin c'était un peu... Et dans le dortoir d'à côté, t'avais que des mineurs isolés, quoi. Tu vois des gosses, tu vois, qui ont entre le plus jeune que j'ai vu, d'avoir 12 ans, quoi. Un jeune érythréen de 12 ans, et de 12 à 17 ans, partir de leur pays, traverser, faire ce long périple, seul ou en bande, vivre la frontière, voir vraiment ces gamins-là chez soi, dans sa vallée. C'est pas une question d'être pro-migrant ou pas, en fait. C'est une question de bon sens et de morale et d'éthique. Et moi, j'étais super énervé par mon pays, en fait, quoi. Malgré, tu vois, ma vie un peu alternative, mon discours de gauche, machin, un peu anard, j'avais quand même confiance en l'État français. Et là, tu vois quand même que c'est... la France met en danger des gens, quoi. Et en plus, un côté un peu cynique, c'est que tout le monde passe. C'est ça qu'on voit, tous les gens passent, en fait, tous. Mais ils tentent 1 fois, 2 fois, jusqu'à 10 fois. Mais tous passent et passeront, quoi. Et là, c'est un peu comme un jeu de loi cynique où t'es obligé de mériter l'entrée en prenant des risques et en espérant de tomber dans la bonne case.
Et je commence à aider ces jeunes à arriver jusqu'à chez moi pour organiser leur futur. On s'organise un peu avec des copains et puis je vais les chercher à Vintimille. Ils sont à la maison, on essaie de comprendre où ils veulent aller. On les prend de chez moi, on les amène jusqu'à Nice. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que entre Vintimille et Breil-sur-Roya, il n'y avait aucun contrôle de police. Les contrôles se font après. Et en fait, le contrôle frontière n'a pas été rétabli sur la ligne frontière, mais a été rétabli sur une bande frontalière. Et la Roya en fait partie. Nice aussi, et ça va jusqu'à Cannes. Donc c'est une bande qui est quand même assez large. Et cette bande entre Vintimille et Cannes, c'est le no man's land. C'est le no man's land et nous, on est obligés de s'organiser pour détourner des contrôles policiers. Et je commence à faire du passage un peu frénétiquement. Pourquoi frénétiquement ? Parce que pour moi, il y avait une question d'urgence aussi. C'est que quand tu descends à Vintimille tous les 2 jours, pour aller voir les gamins, tu les connais tous. Et tous attendent que tu viennes les chercher. Pendant qu'ils attendent, ils essaient quand même de passer. Donc, ils prennent des risques. Et je me rappelle d'une fois, pour que tu comprennes un peu dans quel état tu peux te mettre psychologiquement, c'est qu'il y avait des gamines qui me demandaient « Ah, Cédric, s'il te plaît, emmène-moi chez toi, nanana, aide-nous, nanana. » Et à la maison, moi, j'étais débordé, il y avait au moins 25 personnes. Je suis dit « Non, c'est pas possible, tu m'attends. Je viens demain ou après-demain et vous m'attendez, quoi. » Donc, elles étaient une quinzaine, une vingtaine, par là. Et le soir même, il y a une gamine qui est morte, écrasée par un camion. Ce qui est bizarre, c'est que dans l'émotion que j'ai eue, c'est une émotion très égoïste, ça a été très étrange, c'est que j'ai eu peur pour ma conscience. Je me suis dit, putain, mais autant, elle aussi, elle y était, et je lui ai dit non. Je m'en voulais, en fait, d'avoir ce truc de culpabilité, presque, j'avais plus de peine pour moi que pour elle. Enfin, c'est étrange comme... Et je suis allé à l'église pour savoir si elle faisait partie du groupe. Et donc Ritou m'a dit mais non, pas du tout. Elle est arrivée là et tout, machin. Après que tu sois venu. Et je pense qu'il m'a menti, quoi. Je pense qu'il m'a menti pour pas que je me sente responsable de tout ça. Et à partir de ce jour-là, je dis fuck off, quoi. Je vide l'église. En août 2016, première arrestation, flagrant délit de passage de frontière, 8 personnes à l'arrière du C15, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un C15, c'est type express, c'est la meilleure voiture du monde, tu vois. Elle a cette réputation-là. Elle n'est pas très grande, et 8 dedans, c'est vrai que c'est abusé. Et interpellation assez violente d'ailleurs, parce que je me fais suivre par les flics et je fais pas assez gaffe et j'arrive en bas de chez moi et là gyrophare de tous les côtés, donc il faisait nuit, les sirènes qui éclairent la forêt à côté, tout ça, le pimpon, il me double, il me serre la voiture contre le bas-côté et je me retrouve avec un flingue sur la tempe, sors, main sur le volant, machin, nanana. Et carrément ils mettent en joue les gens qui étaient derrière, il y avait des gamins, des nouveau-nés à l'arrière, avec leur maman et papa. Et je finis en garde à vue. Moi, première fois que j'allais en garde à vue, franchement, tu flippes. Hein. Tu flippes pas mal. Après, tu t'y habitues, mais les premières, t'as peur. Et je bénéficie de l'immunité humanitaire. L'immunité humanitaire, c'est Valls qui l'avait mis en place en disant si c'est une action qui est sans contrepartie, directe ou indirecte. Bon, direct, on entend de l'argent. Indirect, ça va être du travail, voilà. Si on fait une action humanitaire, il n'y a pas de poursuite. Voilà. Et du coup, moi, en août 2016, je me fais arrêter pour la première fois et je bénéficie, le procureur de la République me fait bénéficier de l'immunité humanitaire. Je me suis dit, bon, allons-y. Et il n'avait pas pensé que j'allais médiatiser le truc, quoi. Et on avait commencé à médiatiser. Donc, du coup, en septembre 2016, mi-septembre 2016, il y a un article de presse qui sort et c'est un article du New York Times et je fais la première page du New York Times. Et là, à l'époque, c'est Valls qui est ministre de l'Intérieur et lui, il n'est pas content du tout. Il devient tout rouge à son habitude. Et il demande au procureur de la République, monsieur le prêtre, d'arrêter les actions de ce méchant gaussiste. Et je finis en garde à vue.
C'est quoi le but dans la médiatisation, justement ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites avec toute la bande, il faut qu'on fasse venir la presse ? En fait, la première interpellation où je sors avec l'immunité humanitaire et sans procès, on prend un peu confiance, quoi. Un peu trop, quoi. Et on se dit, il y a la justice française qui comprend qu'il y a une nécessité d'agir. Et on se dit, maintenant, ce qu'il faut, c'est communiquer au grand public et il faut faire bouger un peu les politiques là-dessus et faire avancer les choses, quoi. Parce que continuer comme ça pendant longtemps, on n'aurait pas pu non plus, quoi. Donc on se dit, médiatisons, quoi. Et je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, hein. Mais sauf que la médiatisation, on passe, quand on médiatise, en fait, on politise, quoi. Et on passe d'une action humanitaire à une action politique, avec des revendications, avec surtout une dénonciation. Ce qui n'a pas supporté le gouvernement, ça a été du fait qu'on incrimine l'État et qu'on mette en lumière ces irrégularités, hein, dont la non-prise en charge des mineurs isolés, dont le fait qu'il prenait des mineurs isolés et qu'il les renvoyait en Italie, le fait qu'il y ait des entraves à la demande d'asile. Et du coup, il ne le supporte pas, quoi. En plus de tout ça, c'est que les gamins se refilent mon contact et le point GPS et ils débarquent tout seuls chez moi. Donc ils débarquent la nuit, le jour. Donc les journées sont rythmées. Je me lève tôt, je m'occupe des poules pondeuses, un peu du jardin. Après, je fais un passage entre Bray-sur-Roya et les gares de Cannes. Donc il faut placer les gamins dans les trains, etc. Machin. Souvent, ils se font choper par les flics plus tard. Et hop, il faut les récupérer à Vintimille, les remonter à Bray. Entre-temps, il y en a d'autres qui débarquent, etc. Et on se fait vraiment, vraiment déborder, quoi. Et on se retrouve avec... sur un truc au départ qui était fait pour 15 personnes, on se retrouve avec 30, 40 personnes. Et surtout des jeunes, quoi. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Là, on part pas mal pied, quoi, nous, l'équipe à la maison. On se dit, on va au plantage, il va y avoir un drame. Si on va se retrouver à 60, après 80, après 100, il va y avoir un problème, quoi. Et je branche d'autres assos. On décide ensemble d'ouvrir un squat dans la vallée de la Roya. C'est à côté d'une ancienne gare, ça appartient à la SNCF, mais c'était une ancienne colonie de vacances et désaffectée depuis 93. Donc ça datait un peu, c'est pas mal délabré. Et on va dans cette gare et on a des revendications qui sont pas très très punk, hein, tu vois. Les revendications, c'est prise en charge des mineurs isolés et possibilité pour les majeurs de faire une demande d'asile. C'est pas très punk, quoi. Et on tient 3 jours, parce qu'on finit en garde à vue et on finit délogé. Et après, donc, du coup, cette garde à vue, après ce squat des Lucioles, hein, de la SNCF, est né le procès que tout le monde connaît et qui a duré 4 ans. Ouais. Avec cette médiatisation, il y a un effet un peu collatéral, c'est le fait pour toi de devenir un personnage public, quasiment un porte-parole de cette cause. C'est un truc que tu avais anticipé. Comment tu l'as vécu, appréhendé ? Non, c'est pas trop... je suis pas... Non. Non, moi, pas du tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'association avait décidé de médiatiser. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a que ma gueule qui ressortait. Quand il y avait un documentaire ou des journalistes qui venaient à la maison, il n'y a que ma tronche qui ressortait. Et en fait, parce que mon image, elle est facile à vendre. C'est qu'il y a un moment, journaliste, c'est un métier, et que le paysan qui est là, qui habite sur son pont de montagne et tout... c'est vendeur. Et donc, du coup, c'est médiatisé, je pense pas du tout. Et surtout, je me fais des complexes au départ, c'est que je trouve que je parle mal, de voir ta gueule à la télé. Tu te dis, oh là là, quelle tête que j'ai. J'ai découvert ma calvitie sur France 2, moi, hein, tu vois. Putain, parce qu'il y a personne qui se regarde dedans. Enfin, moi, je me regarde pas, et j'ai découvert ma calvitie, j'ai fait, Et on se fait des gros complexes, et je me trouvais pas à la hauteur. Tu vois, face à un Ciotti ou un Estrosi qui maîtrise bien la langue, et je me suis dit, putain, je suis nul, il faut que j'arrive à mieux parler, et j'avais presque envie au départ de leur ressembler, presque, tu vois, dans la façon de faire, parce que la radio, la télé, on a toujours le même type de personnes, en fait, qui prennent la parole, et ça devient assez rare qu'il y ait des paysans bac-4 et qui donnent leur avis sur une gestion politique, ou tu vois. Et après, je me dis, mais ta pensée, elle est complètement... Je me suis dit, t'es con, Cédric, ou quoi? C'est que t'as le droit, même si tu parles mal, même si t'as bac-4, même si t'as le droit de dire ce que t'as envie, et t'as le droit surtout d'avoir une position politique et défendre des valeurs politiques et d'être entendu, et parce que tu ressembles plus à monsieur et madame tout le monde que Éric Ciotti, et après tu apprends aussi à vivre à comprendre les médias, tu vois, entre la radio, la presse écrite, la télé, hein, qui, je le rappelle aux gens, la télé c'est de la merde, donc méfiez-vous. Donc on a ces gens qui passent et c'est vraiment le défilé
des journalistes, mais vraiment, quoi, surtout après le New York Times. Et toute cette action, pourquoi parce qu'il y a besoin d'utiliser les médias et d'être utilisé aussi par les médias pour se défendre sur un point de vue politique, que notre message soit aussi porté et que notre message passe, quoi. Et ça, c'est une guerre, en fait, de la com'. Ce qui est contre-productif un peu dans notre communication, c'est qu'on se retrouve avec pas mal de flics, quoi, quand même, surtout autour de chez moi. On a une 50aine de gendarmes mobiles autour de chez moi qui nous observent nuit et jour. Au début, ça fait un peu bizarre, t'oses plus parler, tu dis peut-être qu'ils ont des micros et tout, machin, nanana. À la fin, tu t'y habitues, tu fais plus gaffe. Alors du coup, il y a les langues qui se délient aussi. Et les gendarmes qui commencent à parler avec nous, qui commencent à vouloir comprendre. C'est que surtout, tous les bénévoles qui venaient à la maison, il y avait un mot d'ordre qui était avec les gendarmes, respect, pas de... Voilà, il faut être courtois, on ne demande pas de faire les lèche-bottes, mais au moins de la courtoisie, etc., pour qu'on ait des bons rapports. Et on a toujours travaillé sur les rapports qu'on avait basés sur le respect avec la gendarmerie, quoi. Ça a duré combien de temps, cette situation de siège ? 2 ans. C'est long ? Ouais, c'est long, mais ce qui est pratique, c'est que tu laisses le bagnole ouvert et tout. À suivre.